Bonsoir à tous et bienvenue sur les bulletins d'information que nous démarrons avec cette grève de 72 heures que l'Union des ASP du Sénégal va entamer dès demain. Dès ce mercredi, plutôt une manière de dénoncer la radiation de 92 agents et de réclamer en même temps la mise en place d'un corps spécial pour les agents de sécurité de proximité. Les précisions du porte-parole Diamako Traoré. Malheureusement, après la marche du 15 janvier, on nous a radiés au nombre de 92 radiés. En ce moment-là, le Serigne Abissar était en médiation avec la direction. Il nous a appelé le marabout lui-même en nous faisant savoir de lever le mot qu'on avait instruit aux ASP à ce moment-là. Et il va parler à la direction. Et le directeur l'avait promis de tout laisser en rade et reprendre tous les ASP radiés. En ce moment-là, on était qu'au nombre de 8 personnes. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont continué de radier jusqu'à avoir 92 radiations. Le marabout était en médiation avec eux, il parlait toujours avec nous et la direction. Finalement, on a vu qu'on n'a pas obtenu gain de cause. Cause laquelle aujourd'hui, l'Union a décidé de décréter un mouvement d'humeur à partir de la semaine prochaine, du mercredi 13 avril, jeudi 14 et le vendredi 15. Après, on va faire une conférence de presse pour dénoncer tous les injustices que nous, les ASP, on a subi sur nos dos quand même, vraiment. Le motif des 72 heures, c'est la réintégration immédiate des ASP sans condition et valoriser le statut des ASP le plus rapidement possible dès le début du mois de juin, Inch'Allah. Le mouvement des arabophones du Sénégal rappelle au président Macky Sall sa promesse de construire une université islamique publique et d'organiser des assises sur l'enseignement arabo-islamique. Le mouvement révèle également d'autres besoins comme la création de centres régionaux et des bureaux chargés des affaires arabes au ministère de l'Enseignement supérieur. Les explications de l'imam Hassan Sek. Le MAS déclare avoir le sentiment de manque de considération, voire même d'une négligence ou d'une ignorance des doléances et préoccupations des arabophones du Sénégal. C'est ça le constat amer. Le MAS rappelle au chef de l'État l'attachement indéfectible des Sénégalais à la langue arabe. Organiser des assises nationales pour diagnostiquer et solutionner tous les problèmes liés à l'enseignement arabo-islamique. La construction d'une université islamique publique dotée de filières scientifiques. Ceci pour mettre fin aux nombreuses difficultés rencontrées chaque année pour orienter les nouveaux bacheliers en arabe. Le MAS demande au chef de l'État de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi donc tous les arabisants à incarner les qualités de leadership. Située dans la basse Casamance, l'île de Carabane est menacée par l'érosion. Le village insulaire perd chaque année plusieurs mètres et risque de disparaître si rien n'est fait. Le SOS de ses habitants porté par Alunsar au micro de Hassan Ba. Quand vous voyez Carabane, au moins nous avons perdu 600, avec les calculs, 700 mètres que la mer a englouti. Vous avez vu que Carabane fait face à l'océan Atlantique avec les vagues. Quand Carabane est menacé et nous avons perdu beaucoup de terre. Cause pour laquelle nous déplorons, nous avons lancé un peu partout des appels au niveau mondial, au niveau de l'UNESCO, le WACA et tout ça là. Dernièrement, le WACA est là, l'FD, ils sont venus là. Je pense qu'il y a un projet qui est en cours. Et il y en a eu d'autres bien avant ça. Pour faire des épis ou bien des digues pour faire la... Parce que
Diogué est plus menacé que Caravane. Caravane est plus menacé, Nikin est plus menacé. Il y a d'autres villages qui sont là en face. Ils sont très menacés. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Il n'y a que les moyens de fortune. Et les moyens de fortune, qu'est-ce que nous avons? Parce que Caravane, nous sommes des îles enclavées. Donc nous n'avons pas les moyens de fortune. Il n'y a pas de pierre. Nous ne pouvons pas prendre le sable parce que ici, la terre est basse. C'est interdit par le ministère de l'Environnement. Donc maintenant, nous, notre plus grand problème, c'est s'adresser à l'autorité étatique si vraiment il paraît qu'ils y sont, d'accélérer par exemple la cadence pour vraiment nous sauver. Parce que tôt ou tard, si Caravane n'est pas sauvé avec cette érosion côtière, je peux vous confirmer que Caravane va disparaître du monde entier, de la carte du Sénégal. Ça c'est sûr. L'alerte est donc lancée. Transition pour parler du sable, considéré comme la deuxième ressource la plus utilisée de la planète après l'eau. Il nous faut alors l'exploiter de la meilleure des manières pour le préserver. Des acteurs se sont à cet effet réunis autour de cette problématique. Ils disent constater que les espaces sable sont de plus en plus rares dans les régions de Dakar et Thiès. Ibrahim Diallo est le directeur de cabinet du ministère des Mines et de la Géologie, interrogé par Baba Karsé, qu'il est notamment revenu sur cet atelier de partage entre acteurs. Aujourd'hui, les acteurs devaient se retrouver pour définir une feuille de route, pour qu'on ait une même compréhension, pour que l'exploitation se fasse effectivement dans les conditions, dans les règles de l'art, comme on peut dire. Nous avons une direction quand même de la surveillance et du contrôle des opérations minières. Et sur une année, il a estimé à peu près les pertes autour effectivement de 500 millions. Et donc là, cet argent devait revenir effectivement à l'État, compte tenu donc de ce qui a été évoqué. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faut partager ces diagnostics, partager donc tous ces problèmes et écarts constatés, pour qu'ensemble, qu'on puisse effectivement trouver donc des solutions. Alors qu'aujourd'hui, presque dans la région de Dakar, il n'y a plus rien. Vous n'avez vu que Bambela. Aujourd'hui, donc, tout est concentré dans la région de Thiès, presque à Djender. Mais jusqu'à quand? C'est pourquoi tout à l'heure, l'autorité a posé les jalons d'une réflexion pour qu'on puisse même à la limite réfléchir sur les matériaux de substitution pour qu'il n'y ait pas de problème un jour autour des projets de construction, des projets d'infrastructure qui utilisent le sable. Devant le jury de ce dimanche, Hélène Tine, la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et du travail, s'est prononcée sur le vote de la loi qui protège les femmes enceintes. Elle salue l'initiative mais soutient que ce n'est pas suffisant. Il faut penser à l'application de cette loi et créer un observatoire de suivi. Hélène Tine répondait aux questions de Antoine Diouf. Et il faut aussi souligner que le Sénégal a ratifié la Convention 183 qui protège la femme enceinte depuis 2015. Donc, le fait de voter cette loi, c'est pour le Sénégal aussi, notre pays, reste de respecter les engagements contenus dans cette convention. Parce que c'est une chose de signer une convention, l'autre chose c'est d'inclure dans le corpus juridique national les dispositions de cette convention qui portent sur la protection de la femme enceinte. Il faut maintenant le mettre dans le code du travail pour que cela puisse être une réalité. Mais je voudrais surtout aussi interpeller le Parlement. C'est vrai qu'on est en fin de législature, mais il faudrait qu'on s'assure de l'application de cette loi. Je pense que je suis d'accord avec la présidente du RENAFES qui disait qu'il faut un observatoire pour faire le suivi, accompagner les femmes, le suivi de l'application de ces lois-là. D'autres questions ont également été évoquées. La souveraineté alimentaire dont parle Macky Sall, Hélène Tine reste sur sa faim. Et au sujet des logements sociaux, elle pense que ça pourrait marcher si toutes les conditions étaient réunies. Abdourahmane Ly nous en dit plus. La bataille de la souveraineté alimentaire pour ne pas subir les contre-coups de la crise mondiale, c'est ce que le président de la République a annoncé la veille de la fête de l'indépendance. Macky Sall a invité à une mobilisation générale pour la valorisation des produits locaux,
Mais la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail ne croit pas à la matérialisation de cet objectif tant que les préalables ne seront pas fixés. Je veux qu'on nous rassure et qu'on nous montre concrètement comment on va en arriver. C'est fondamental pour nous. Mais si on n'a pas pu atteindre l'objectif de l'autosuffisance, comment on peut atteindre l'objectif de la souveraineté, Vous ne croyez pas que c'est possible? Non, moi je trouve que c'est pour l'instant un peu pieux. Ce qui a surtout été un vœu pieux, c'est l'ambition du président Macky Sall à baisser le coût du loyer à travers une loi. Une mission pas aisée, avoue Macky Sall, qui offre comme alternative les logements sociaux, des logements sociaux comme ceux en construction à Noto qui ne rassurent pas Elentine. Elle interpelle les autorités par rapport à une éventuelle catastrophe. J'interpelle le gouvernement. J'aimerais que la presse même se déplace et voir ces logements en construction sur la route de Noto. C'est un scandale. Ce sera un grand, je sais pas, un grand danger dans quelques années pour les populations qui vont acheter ces logements. C'est mal fait. Mais non, c'est inimaginable. Il faut aller, Antoine, regarder ce qui se passe. Et je me demande où sont les services techniques. D'ici quelques années, on va se retrouver avec une catastrophe et des maisons qui risquent de s'effondrer. Elle invite les services habilités à sévir avant que l'irréparable ne se produise. Et l'on s'intéresse aussi dans ce bulletin d'information à l'accès des personnes handicapées au transport. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand leurs besoins ne sont pas pris en compte. Elles sont considérées toutefois comme une clientèle prioritaire. Aïssatou Kane et Sedina Mbaye se sont intéressés au sujet. Du rond-point Castor au terminus Dieuppeul, il est difficile, voire impossible, de voir une personne à mobilité réduite sur les arrêts bus et cars. D'ailleurs, la plupart refusent de se prononcer sur le sujet. Cette femme, handicapée en chaise roulante, accompagnée de ses enfants, n'essaye même pas de prendre les transports en commun. Les apprentis ne les laissent pas monter. C'est difficile pour moi de monter dans les cars rapides. D'habitude, c'est plein à craquer et les apprentis n'acceptent pas que l'on monte. Et si je n'ai pas d'argent pour le taxi, je marche. Un peu plus loin, Adama, handicapé depuis l'âge de 7 ans, vit quotidiennement le calvaire dans les transports en commun. C'est compliqué, nous avons même du mal à monter dans les bus et les clients ne nous cèdent pas la place. Au terminus Liberté 5, des efforts sont faits pour faciliter le transport aux handicaps. Si les handicaps viennent, nous mettons leur pousse-pousse dans le capot de la voiture, puis nous les laissons une place pour qu'ils soient à l'aise. Ce chauffeur préconise des solutions. Ce sera difficile de régler le problème, mais la solution, je pense qu'il faudrait, au niveau des usines, faire en sorte de laisser une place aux handicaps dans les bus. Pas de liberté sans mobilité. Il est devenu une priorité pour le président de la République de mettre en place des dispositions nécessaires adaptées à l'accessibilité des transports en commun aux personnes vivant avec un handicap. Et dans le reste de l'actualité, la deuxième édition du Ndogu Goûté partagé a vécu hier chrétiens et musulmans regroupés au sein de l'association La Main du Cœur souhaite traduire et perpétuer le vivre ensemble. Alunso a suivi leur caravane dans les rues de Dakar. Reportage. Chrétiens et musulmans, tous en communion, s'organisent pour distribuer des ndogu. Automobilistes, cyclistes et passants sont tous servis. Cette initiative va raffermir les liens entre chrétiens et musulmans. Nous jeûnons ensemble et nous allons rompre le jeûne ensemble parce que les derniers moments du carême coïncident avec les premiers jours du Ramadan au Sénégal. Et c'est une très belle occasion pour montrer encore les liens séculaires
qu'il y a entre la communauté chrétienne catholique du Sénégal et la communauté musulmane du Sénégal. Nous sommes un et indivisibles et c'est ce que nous avons voulu montrer à travers cette très belle initiative qui est à saluer, qui est à louer et qui est à encourager. Même son de cloche pour cette musulmane, elle soutient que la cohésion interreligieuse va se renforcer avec cet acte posé. Oui, on l'espère parce que ce n'est pas évident de regrouper des jeunes chrétiens et des jeunes musulmans qui sont là aujourd'hui pour donner le ndogu aux passants qui sont au niveau de Gédo. Actuellement, on a des projets avec les jeunes chrétiens, avec l'association Le Sénégal comme on l'aime, avec la main du cœur, dirigée par Vincent Bernard, Maria Cardinal, Dou Carter et les autres. On est sur d'autres projets pour affermir les liens entre les chrétiens et les musulmans. Les récipiendaires, très séduits, ont magnifié la démarche. Selon eux, l'acte posé va faciliter la cohabitation. Parce que Sénégal, bon, donc, moi comme chrétien, moi comme musulman, donc... C'est une très bonne chose et ça montre l'image du Sénégal, que ce soit musulman ou chrétien, il y a une bonne cohabitation. Il y a toujours eu une entente et ça démontre la teranga sénégalaise. Ça fait voilà donc l'image du pays sénégalais, quoi, donc le pays de la teranga, quoi, vraiment. En ce mois de Ramadan, coïncidant avec le carême, chrétiens et musulmans ont pris l'initiative d'organiser un ndogu pour raffermir les liens et la cohésion sociale. Et bon appétit si vous êtes à table. Avant de vous dire au revoir, voici les résultats encore partiels de la présidentielle française qui s'est tenue aujourd'hui. La candidate du Rassemblement national, 23,3%, Marine Le Pen, ainsi que le président sortant Emmanuel Macron qui a récolté 28,1%. Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour. Le taux d'abstention pour ce premier tour s'élève donc à 26,2%. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se retrouve demain pour le 19h45.